Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata vous thème écriture dans laquelle nous allons parler de fantastique, de surnaturel. Comment écrire un ouvrage fantastique, une histoire fantastique, un roman fantastique et pas que. Et puis d'abord, c'est quoi le fantastique? On en parle, stickez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Fantastique, 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 fantastique. C'est quoi le genre ou sous-genre, si on veut être précis, fantastique? Qui plus est en plus parce qu'en francophonie, on différencie souvent fantaisie et fantastique, c'est pas le cas partout, et c'est pour ça que très souvent vous avez du mal à différencier les deux. On commence par l'étymologie, du grec fantastikos, de fantasia, qui veut dire imagination, qui appartient à la famille du verbe phanéin, faire, paraître, duquel procède également en français fantôme, fantasme. Oui, je sens un petit peu que ça va déjà vous faire réfléchir. Passons maintenant à la définition. On qualifie de fantastique une œuvre qui mêle le réel et l'imaginaire d'une manière si surprenante qu'elle aboutit à une indécision complète, les lecteuristes ne pouvant trancher ni en faveur d'une explication rationnelle, ni en faveur d'une interprétation surnaturelle. En gros, on hésite. Petit tour sur le Robert, une définition qui concerne les œuvres d'art, donc oui, aussi les ouvrages, les romans, c'est de l'art, où dominent des éléments surnaturels ou non vraisemblables, littérature fantastique. Vous avez encore un petit peu de mal sur les genres littéraires, petite fifiche, justement j'en ai fait une. Alors évidemment elle n'est pas non plus exhaustive, mais il y a pas mal aussi de sources comme toujours sous mes vidéos. Retenez donc que le fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans un univers réaliste, comme le petit fantôme là qui passe. Nous sommes dans un décor réaliste, je suis une tardigrade, je suis en train de vous parler, et il y a un fantôme, donc l'irruption du surnaturel d'ancré. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose, on va dire, d'incroyable, et on doit douter entre l'explication rationnelle et le surnaturel. Un peu d'histoire, un petit peu d'histoire, un tout petit peu, parce que vous savez que j'adore ça. J'ai récupéré des petites informations sur Interlettre, une fiche de bac que j'ai trouvée particulièrement, alors déjà bien faite et en plus précise. Héritage de la littérature européenne du XVIIIe siècle. Le fantastique se développe au XIXe siècle parce qu'il rejoint et révèle certaines incertitudes. On le définit comme l'intrusion du surnaturel dans le réel quotidien. Se développant avec le romantisme, il coexiste avec le réalisme. Oui, le romantisme, rien à voir avec l'amour. D'accord, mais pourquoi on a imaginé ou inventé ce mouvement? Par rapport aux fantômes, à apparitions démoniaques ou autres, non? Est-ce que ce serait la cause ou les conséquences? Les phénomènes mystérieux, et attention là je recite, après 1850, l'essor du réalisme et le naturalisme ne mettent pas fin au mouvement. Au contraire, cela contrebalance les certitudes positivistes. Maupassant explique l'évolution du fantastique en montrant qu'il doit être d'autant plus subtil que les certitudes humaines sont mieux fondées. Tout l'art de Poe et d'Hoffmann, écrit-il, consiste à jouer habilement sur la limite du possible. Alors soit parce que c'était inexpliqué, parce qu'on n'avait pas encore les connaissances scientifiques et autres pour justement les expliquer, soit peut-être parce qu'il y a encore des choses inexpliquées, forcément, évidemment, les autoristes d'une certaine époque, fallait bien aussi qu'ils écrivent là-dessus. Et cela continue, en tout cas je vais m'arrêter là pour le côté historique, et si justement vous avez envie d'aller plus loin, il y a de quoi faire dans les sources. Comment écrire un roman fantastique? Aussi une histoire fantastique, c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu plus aux romans sur cette chaîne, mais ça peut aussi vous donner des idées pour les poèmes fantastiques ou aussi toute histoire avec un petit peu de fantastique dedans. Eh bien, déjà, on va s'interroger sur les ingrédients du fantastique pour ne pas confondre avec la fantasy, par exemple. Ce qui est fantastique. Des personnages ancrés dans le monde réel. Ça peut être un humain, une tardigrade, votre voisine, des personnages qui existent et qui vont croiser un personnage dit étrange, qui sort de l'ordinaire, qui devient, on va dire, un petit peu, je vais pas dire bizarre, mais oui, on va dire qui rompt avec le réalisme. Par exemple, un vampire, un spectre, faire face à une situation aussi étrange, par exemple c'est bizarre, j'ai l'impression que l'image bouge, un objet qui bougerait tout seul, la branche d'un arbre qui se déforme sous l'orage, une porte qui claque alors qu'il n'y a aucun courant d'air, c'est fantastique. Ce qui signifie que les personnages comme vous qui allez lire sont confrontés à un phénomène, quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui n'est pas expliqué. Ce qui est surnaturel suscite souvent de la terreur, de l'incompréhension ou de la fascination.
Mais attention, ce n'est jamais accepté par les personnages. Souvenez-vous de la théorie du chat qui parle, je crois que j'en avais parlé aussi justement dans la vidéo des gens littéraires. Si dans une fantaisie, un chat qui parle, c'est normal, voilà, c'est complètement normal, on n'en croise peut-être même pas qu'un d'ailleurs. Ah oui, tiens, il y a justement un super chaton qui parle, c'est normal, nous sommes dans de la fantaisie. C'est pareil aussi pour la science-fiction, parce qu'il y aura sûrement une évolution technologique ou autre, ou un objet justement qui permet par exemple aux animaux de parler et tout ça, et voilà, c'est normal, ça coule de source, puisqu'il y a une évolution justement de la science. Alors que en fantastique, ce ne sera pas normal. Le personnage sera étonné et sera là, oh, mais je comprends pas, voyons comment tu fais ça. Et très souvent d'ailleurs, soit il y en a un ou deux, ça peut aussi être par exemple être un groupe de personnages, par exemple, mettons un groupe de vampires, un groupe de fantômes, plein justement de petits fantômes qui hantent une maison. Mais en tout cas, ça fait partie justement d'un ingrédient, quelque chose qui rompt avec ce réalisme, et c'est pas quelque chose, on va dire, d'ancré. C'est pas comme si la moitié des personnages justement dans cet univers, dès la première page, eh bien savaient qu'il y avait des vampires, des sorcières, je sais pas moi, des loups-garous et tout ça. Ça peut être aussi le cas d'un personnage qui croise une sorcière. Est-ce que c'est une vraie sorcière ou est-ce que ce sont des illusions parfaites avec par exemple pourquoi pas des petits tours de magie? Eh oui, parce que justement les magiciens dans les événements, les spectacles, etc. font-ils réellement de la magie ou est-ce qu'ils détournent un petit peu votre attention au bon moment? On a parlé de Maupassant au début de cette vidéo, prenez Orla. Le narrateur écrit son journal intime chez lui en Normandie, puis à Paris, perçoit une présence quasi diabolique à ses côtés. Le lecteuriste ne saura pas décider s'il s'agit d'une hallucination, explication peut-être réaliste par la folie, ou d'une possession, explication par le surnaturel. Parce que oui, la possession, tout ça, tout ce qui est exorcisme, ça fait aussi partie du surnaturel. Attention, il faut aussi distinguer le fantastique du merveilleux qui s'inscrit, lui, clairement dans l'univers du non réel, à l'instar des contes de fées. C'est effectivement encore autre chose. Donc retenez bien cette irruption justement du surnaturel dans le réel, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans un univers réaliste. Attention, quand c'est plus une goutte d'eau et que ça commence à être un vase entier, là vous allez frôler de plus en plus la fantaisie. D'où par exemple certains ouvrages urban fantasy. Mais bon, on fait un petit peu la parenthèse. Le but du fantastique. Le but du fantastique, c'est quoi? Puisque les ingrédients, ok, on a vu justement les personnages, on a vu qu'il fallait un petit peu instiller de la terreur, et on va en reparler, bien sûr, un petit peu après. Distiller aussi des doutes, parce que ça c'est très très important. Si justement il y a aucun doute, il n'y a aucune hésitation, et que le personnage de la première page se dit oh, t'es un vampire, ah ouais, franchement, c'est trop génial, et qu'après il n'y a plus du tout de questions, bah du coup il n'y a plus de fantastique, parce que le fantastique, il faut justement hésiter entre est-ce que c'est réel ou est-ce que ça ne l'est pas, et avoir justement cette interrogation jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc revenons au but, le plaisir de l'angoisse et des interrogations. Oui, de l'angoisse. Parce qu'on doit sonder en fait les parts obscures des gens, leur côté obscur. Et des thèmes aussi qui nous hantent. C'est aussi pour ça, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, même si j'aurais pu, je pense que c'est plutôt aussi un but. Il faut vraiment dans le fantastique creuser et piocher dans des thèmes qui sont parfois pas forcément, je vais pas dire pas forcément exploités, mais c'est pas forcément ceux auxquels on pense en tout premier lieu. Ça peut être la mort, la présence de la mort comme le monde après la mort ou pas, l'au-delà, les limbes, les enfers, le purgatoire, etc., 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 puisqu'en plus ça va dépendre des religions, ça va dépendre de plein de choses. Les incertitudes, les rêves également. J'apprécie pas trop des fois les histoires où en fait il y a une super aventure qui se passe et en fait en réalité le héros ou l'héroïne n'a fait que rêver. Ça c'est vraiment des fois des choses que j'aime pas, sauf quand en fait il y a toujours cette hésitation. Donc en fait on sait pas si c'est vraiment un rêve ou pas. Là oui, quand c'est bien amené, oui. Mais alors quand des fois c'est juste en mode non, mais en fait il a juste fait un rêve extraordinaire. Je reprends mes très chers tardigrades, les objets aussi magiques, les talismans, les contrats avec des créatures surnaturelles, coucou les démons, je crois que c'est un petit peu dans la lignée de So, ça. Les pouvoirs magiques, bref, qui n'a jamais aussi rêvé de lire l'avenir, il y a tellement de choses. Je m'arrête là, mais c'est pas exhaustif, Mais il y a plein de choses au niveau du fantastique et il y a pas mal aussi de ressources. Bref, le but, on doit refermer l'ouvrage et se dire, purée, mais si ça se trouve en fait, c'est vrai. Et du même coup, avoir peut-être aussi peur quand on va s'endormir la nuit, ou on va dire s'interroger sur pas mal de choses. Et c'est aussi ça le but du fantastique, avoir quelqu'un à côté qui aura peut-être lu l'ouvrage, ou d'ailleurs qui ne l'aura pas lu, et va dire non mais arrête, ça n'existe pas. Là, ça voudra dire que vous avez rempli votre contrat.
Les exemples par ici, les exemples. D'abord, d'une autrice que j'adore, voisine de stand à un Pusignan, Alexandre Gut, un thriller psychologique fantastique. Ah oui, elle met du fantastique un petit peu partout, hein. Ever Light West, partie 2, Ténèbres clairvoyants. Sachez qu'elle a opté pour un passage où un des personnages brise le quatrième mur. Ça a une importance toute particulière dans l'histoire, notamment parce que ces personnages sont à l'origine de l'univers étendu du roman, qui se décline en un jeu vidéo d'énigmes basé sur l'histoire. Oui, un jeu vidéo. Le tonnerre couvrait son agonie. Le beffroi chantait, mais la mélodie était dissonante. Ce jour-là, les cloches pleuraient pour lui. Non. Elles hurlaient son chagrin. Les véritables monstres ne sont jamais ceux que l'on croit. J'aimerais pouvoir oublier, appuyer sur un simple bouton pour tout effacer. Mais je sais bien que ce n'est pas comme ça que les choses marchent. On ne peut pas juste revenir quelques pages en arrière et prétendre que rien ne s'est passé. Ouh, qui dit blanc. Ensuite, un petit extrait du Diable de Noël de Mary Maelstrom. Le cœur tambourinant dans sa poitrine, Astrid perçut un cri en provenance du tréfonds de sa mémoire. Elle avait l'impression de vivre son cauchemar éveillé. Elle revoyait les ombres se jeter sur elle. Terrifiée, elle s'élança dans la nuit et disparut quelques mètres plus loin, happée par la tempête. Alors qu'elle courait à en perdre haleine, un hurlement à glacer le sang retentit dans son dos. Elle accéléra le pas, mais trébucha sur une racine dissimulée par la neige et s'écroula. Sa tête heurta quelque chose de dur et elle sombra dans l'inconscience. J'aime beaucoup aussi particulièrement cet extrait, hein, comme le premier. On a effectivement une ambiance un petit peu, je vais pas dire non plus un petit peu de peur, mais on se demande justement ce qui se passe et on a un petit peu aussi envie d'en savoir plus. Ensuite, des extraits par Sifwell. Alors, il faut savoir qu'elle a une chaîne YouTube, hein, la ressourcerie de l'écrivain, si jamais vous avez envie d'y faire un petit tour. Entité. Alors, le pitch, c'est deux fans d'urbex qui explorent une maison hantée. Il n'y a pas un truc qui bouge là dans le coin? Ton imagination. Clic. Flash. Elle ne s'imprime pas sur leur rétine, elle n'a plus d'existence. Clic, flash. La lumière passe et la dissout, l'annule, l'oblitère. Clic, flash. Leurs yeux sont partout. Leurs mains sont partout. Leur langue est partout. Clic, flash. Ils existent bien plus fort qu'elle qui n'est qu'à peine conscience. Là j'aime beaucoup, Entité j'aime beaucoup. On poursuit avec un extrait de La femme creuse. Puis dans son corps qu'elle sent flotter, comme dans du coton, loin des bruits qui bourdonnent et sont lointains, elle sent une main ferme se poser sur sa poitrine et comme la repousser sur la table où elle devrait être. Elle ouvre alors les yeux qu'elle ne savait pas fermer et contemple, plus réel que tout ce qui se trouve autour d'elle, cet homme immense qui a remplacé Bidule au moment de l'orgasme, au moment de la conception de Zach. Cet homme dont la présence emplit toute la pièce et dont la peau cuivrée et les cheveux sombres absorbent les lumières blanches et aveuglantes de la salle de naissance. Ses yeux sont plus noirs que la plus noire des nuits et pourraient dévorer son âme, se délecter de tout ce qu'est Tennessee, mais il se contente de la regarder. Ouh, interrogation, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, un extrait de L'homme gris. Hé, pourquoi t'es tout gris? Ses yeux quittent le vide qu'ils observaient et se lèvent vers le petit homme à la voix aiguë, en short, un ballon sous le bras et la main posée sur la hanche. Il ne répond rien alors que le petit garçon le dévisage, ses yeux se promenant sur son visage, ses crocs qui dépassent de ses lèvres, son cou épais comme celui d'un auroch, le bracelet enserrant son biceps et surtout sa masse, posée à côté de lui. Eh, c'est quoi ça, un gros marteau? Effronté, le petit homme s'approche de lui et empoigne le manche de la masse d'armes sans pouvoir la décoller du sol, sans essayer vraiment. Puis il se laisse tomber à côté de lui et continue de le regarder sans aucune peur visible, alors que les passants froncent les sourcils en regardant ce petit garçon et cet homme gigantesque. Et fin de l'extrait. Moi, j'aime beaucoup quand justement vous proposez des extraits comme ça. Et je sais bien, j'anticipe, on va dire, certains commentaires. On n'est pas là du tout pour juger les extraits. Je ne suis absolument pas là pour m'amuser à L ou BL, justement, les extraits. Je suis juste là pour les citer. On passe à un extrait de Gaïa Tamron, Le passé est un poison. Alors que le jeune homme s'efforçait d'oublier sa fatigue pour mieux se concentrer sur sa quête, un ray de lumière s'étira dans un angle mort le long de la moquette épaisse. D'abord, il ne le remarqua pas, tournant une page, puis deux, consterné par l'inutilité de sa tentative, puis le halo glissa jusqu'à ses pieds, l'inondant d'un éclat bleuté et intense. Intrigué, Raoul s'extirpa de sa lecture au profit de cette apparition inattendue. D'où pouvait bien venir cette étrange lumière? Ah bah là, parfait, hein, fantastique complet. On se demande justement d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. On a les petits thèmes en plus du camp fantastique, on coche toutes les cases. De Justine CM, qui ne dit rien effectivement sur l'histoire. Attention, c'est parti.
Je me retrouve bientôt devant l'ouverture verticale du château enfoui. La brume s'accroche à mes jambes molles. Je ne veux pas y aller, c'est plus fort que moi. La mélodie m'attire. Elle surgit de là-dedans, j'en suis presque sûre. Pourquoi me hante-t-elle? Mes mains se plantent dans la terre du rebord sans y prendre garde. J'écrase un verre. Dégoûtée, j'essuie ma paume sur mon jean, puis je me penche de nouveau dans l'ouverture. Malgré l'obscurité et la buée sur mes lunettes, je devine que l'intérieur est assez vaste pour former une salle. Point, je m'arrête là. De Saskia Ciarna, Au téméraire, tome 1, changement de cap. Cap, je ne sais plus si on dit comme ça. Le spectre cracha et se faufila sur le pont. Les soldats danois se mirent à crier de terreur et plusieurs coups de feu retentirent. Après avoir échangé un regard avec Niskaï, la jeune femme reprit sa rapière et se précipita sur le pont. Les militaires couraient dans tous les sens tandis que l'apparition passait autour d'eux en hurlant. Certains, pris de panique, sautaient par-dessus bord. Brenna remarqua que des tonneaux de poudre étaient posés proche de la barre, un lieu bien inapproprié à l'égard d'un réceptacle ne demandant qu'une étincelle pour tout détruire. Prise d'un très mauvais pressentiment, elle se hâta de redescendre. Moi, j'aime beaucoup, moi, franchement, j'aime beaucoup vos extraits. Si c'est pas terminé, j'aime bien. Lenny Orso, la lumière derrière la porte. Et puis la lumière apparut. Elle éclaira le bois de l'escalier et même les carreaux bruns du sol. Lucie ne réfléchit pas. Elle ouvrit la porte et entra dans le cagibi. Mais ce n'était plus le placard sous l'escalier. Elle était sur un gros nuage tout blanc et cotonneux qui montait jusqu'à ses chevilles. Lucie regarda derrière elle. Elle vit la cuisine avec son sol marron, sa table en bois et la cuisinière. Elle voyait tout cela, elle sentait la poignée de la porte dans sa main. Mais elle sentait aussi la douceur et la fraîcheur du nuage sur ses pieds nus. Ça, c'est pas mal du tout parce que aussi je me suis posé des questions. Ensuite, on a un autre extrait de Lenny Orso qui rira le dernier. Dans le tableau, le cheval s'était mis à trotter. Les collines autour de lui devinrent de plus en plus floues alors que l'animal se mettait à galoper sans un bruit. Petit à petit, les couleurs se mélangèrent pour devenir un tourbillon marronasse. Puis d'un coup, toutes les couleurs disparurent, comme absorbées à l'intérieur d'elles-mêmes. Les deux femmes restèrent coîtes un moment. Puis, comme si un signal silencieux avait retenti, elles s'assirent toutes les deux, toujours sans dire un mot, hébétées. Le cheval venait de prendre vie et de disparaître sous leurs yeux. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas les deux et deux. Je crois que je les ai mis tout seuls en plus. Venez prendre vie, oui, venez prendre vie, venez prendre vie. Enfin bref, pardon, hein. Effectivement, Lenny, je crois que j'ai inséré effectivement deux petits mots. On poursuit avec un extrait de Hattie pour Noël, écrit par Revan. Alors c'est une romance, un fantastique qui se déroule en 1920 en Bretagne, sous la forme d'un calendrier de l'Avent. C'est parti. Elle saisit son poignet. Sa main glaciale et dure le surprit. Il serait temps que tu te souviennes. Le monde devint soudain noir, lourd et froid. Le vide s'ouvrit sous lui, le sol s'effondra. Il tomba. Un puits, une cave, une tombe. Et là, dans le noir, il y avait une présence. Ici, c'est chez moi, et son parfum. J'aime bien, justement, il y a des petits quelque chose, c'est pas mal du tout. Nous poursuivons avec Manon Ségur. Il s'agit d'un roman qui est en soumission à l'heure actuelle, à Notre-Dame de la Dormition, un thriller fantastique. Pour le contexte, elle m'a mis justement une petite ligne. Une petite fille se balade dans les couloirs du théâtre où sa mère travaille comme habilleuse quand soudain. Elle se redressa d'un coup, le cœur presque douloureux d'effroi. L'extrémité du couloir à sa gauche venait de revêtir une brume obscure, à la fois légère et opaque, gracieuse aussi, bien que chargée d'un fumet horriblement grillé. Viens te faire câliner, ne crains rien. Ouh, ça me donne du coup envie de lire la suite, mais de toute façon il faudra lire Manon Ségur parce que j'adore beaucoup la plume de Manon Ségur. Oui, j'ai lu Le Cloître des Vanités. Ensuite, un extrait des Voyageurs de l'autre monde, tome 1, Chaos, de P. Haim, si je le prononce bien, hein, pardon d'ailleurs pour la prononciation. Mathilda éteint la lumière et s'allonge sur l'estrade. Elle pose ses mains à plat et sa tête sur le coussin. Elle me demande d'éteindre également la lampe de sel. Nous sommes plongés dans le noir complet. Comment je suis supposée la voir? Je ne distingue même pas mes propres mains. J'entends sa respiration lourde et profonde. Je suis un peu stressée. Je ne veux pas échouer ou faire échouer quoi que ce soit. Fin justement des extraits. Alors il est vrai que j'aurais aussi pu vous glisser un petit extrait de la lignée de Sceaux, mais j'en mettrai peut-être dans les éclats de texte. Je rappelle le petit jeu sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Blue Sky tous les jeudis, donc tous les jeudis. Voilà, je me dis qu'il y avait quand même pas mal d'extraits. Au début d'ailleurs, j'en avais pas beaucoup. Heureusement que j'ai fait un rappel sur les réseaux sociaux. Parce que si on pouvait justement, on va dire, un petit peu conclure. Donc c'est vrai que j'avais pas prévu de sous-titres, mais en fait, on va peut-être quand même faire un petit sous-titre. Que faut-il en conclure?
Que faut-il en conclure par rapport à ces extraits? À chaque fois, on joue sur l'ambiance, à chaque fois aussi, on joue sur les formes. Ça peut être aussi, il y a eu pas mal aussi d'ombre, de brume, mais également, on passe l'irruption vraiment hein, du surnaturel dans le réel, que ce soit justement un tableau qui prend vie, que ce soit, on va dire, l'idée justement d'un rêve, des illusions, des hallucinations. C'était pas mal, hein, j'ai bien aimé vos extraits. Je trouve qu'il y a tous les ingrédients du fantastique en juste quelques lignes. Donc si justement vous avez envie de vous mettre au fantastique, eh bien pensez à l'ambiance et vous n'êtes pas aussi obligé de faire juste un récit fantastique. Par exemple, il n'y a qu'à voir justement Alexandre Good qui met du fantastique, mais pas que. Un thriller psychologique fantastique. Ça peut aussi être du fantastique fantasy parce qu'on va peut-être passer du fantastique et on va glisser justement jusqu'à la fantasy. Ça peut aussi être fantastique policier. Un petit peu d'ailleurs comme dans la lignée de Saw, mais juste le tome 1 parce que justement après, les personnages, on va dire, assimilent ce qu'ils sont et après ce n'est plus vraiment fantastique puisque, non je vais peut-être pas non plus trop spoiler, mais on commence aussi à être un petit peu à la limite du fantasy par rapport au tome 2. Ça peut être aussi également une romance fantastique. Ah oui, et là il y a pas mal de films là-dessus. C'est vrai que je l'ai pas non plus mis, on va dire, en gros titre, parce que je pense que ça tout le monde le sait, puis ça va vraiment aller plutôt dans les genres littéraires. Mais le fantastique peut vraiment se glisser partout. Et ça peut aussi être par petites touches, donc ça peut pas, on va dire, ce sera pas non plus oh là là, c'est fantastique, mais pourquoi pas aussi immiscer justement du surnaturel. C'est vrai que le fantastique, j'aime beaucoup parce que on peut le glisser, on va dire, je vais pas dire non plus n'importe comment, mais on peut le glisser dans pas mal d'ouvrages, dans pas mal d'histoires, même parfois dans certaines scènes où on sait pas justement si c'est fantastique ou si c'est autre chose. Et bah, des fois, j'ai l'impression en fait que les auteuristes le mettent de côté, foncent tout de suite dans la fantasy, foncent tout de suite dans la science-fiction, dans la romance, ou au contraire, par exemple, justement dans la littérature blanche, le développement personnel, les témoignages et on va dire du contemporain. Et oublie un peu le fantastique. C'est dommage, il y a beaucoup de choses à faire dans le fantastique et je sais que ce n'est pas forcément évident. En bref, le fantastique n'est pas fantaisie et attention à bien lire les petites lignes. Ça peut aussi être par rapport au contrat justement des démons. Donc je parle aussi pour les soumissions, par exemple, il y a des maisons d'édition qui vont prendre les deux, fantastique et fantasy, d'autres qui seront stricto sensu fantastique, d'autres au contraire, le fantastique, il faudra forcément en réalité que ça glisse vers la fantasy. Pareil au niveau de l'auto-édition, quand vous estampillez vos livres fantastiques et que je me retrouve dans un monde fantasy, j'ai l'impression de m'être fait avoir. Attention avec ça, bon, sauf si évidemment votre marché est anglophone, mais pour le marché justement francophone, il y a vraiment une différence à faire entre fantastique et fantasy. Il y a des codes, des créatures et surtout une ambiance. Le fantastique, vraiment l'ambiance, l'environnement, le décorum. Si vous avez encore du mal avec le décorum, un petit fiche, vous loupez votre world building. C'est extrêmement important et il y a beaucoup trop d'auteuristes, mais qui mettent ça de côté, qui même se disent oh non mais c'est bon j'écris du contemporain, je m'en fiche du world building. Non, justement, vous faites une énorme erreur là-dessus. Le décorum, c'est absolument dans tous les genres littéraires, dans tous les sous-genres littéraires, même dans la poésie. Donc, la peur, les peurs, l'angoisse. Attention, le fantastique n'est pas non plus un récit d'horreur, même si parfois on peut mélanger les deux, on peut faire du fantastique horreur, j'en ai déjà fait. Il faut vraiment qu'on doute entre réel, rationnel et imaginaire et surnaturel. Si c'est juste une apparition de fantôme, d'accord, mais allez un petit peu plus loin. Et si finalement justement ça existait vraiment, s'il y avait une fracture entre peut-être les mondes, peut-être qu'il y a une fracture entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, le nôtre. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous avez vu le fantôme qui est passé au milieu de la vidéo? Bref, comme toujours, éclatez-vous, amusez-vous justement en fantastique. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de parler aussi de vos histoires dans les commentaires. Rappelez-vous qu'il vaut mieux faire un sous-commentaire pour mettre un lien parce que sinon, eh bien, YouTube risque de vous striker. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo Tata vous t'aime auteur avec, on va dire, un petit changement par rapport à d'habitude parce que je vais vous faire on va dire, une mini formation, si on peut dire ça comme ça, à savoir comment faire une bêta lecture et même aussi une bêta lecture professionnelle. Ouais, on va bosser un petit peu la semaine prochaine, donc ce sera peut-être aussi une vidéo un petit peu plus longue, mais je pense que ça peut vous permettre aussi de voir ce qu'est une bêta lecture et une bêta lecture professionnelle. Et puis, on va apprendre ça justement toutes et tous ensemble. N'oubliez pas de soigner votre plume et de prendre soin de vous. Oh, attention derrière vous. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.